Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur le thème 10 secrets d'une logistique e-commerce performante. Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau François Rocher, qui est donc associé du cabinet Diagma, et en duplex, Patrick Lecomte, qui est Head of E-com and Retail Supply Chain Europe du groupe L'Oréal. Bienvenue à tous les deux. François, bonjour. Peut-être un petit mot pour rappeler ce qu'est Diagma ? Eh bien, écoutez, merci à tous d'être présents. Effectivement, le cabinet Diagma, c'est un cabinet qui est spécialisé en supply chain management, qui a été fondé en 1973. Donc, on a roulé notre bosse, si je puis dire. Et les trois piliers de l'offre, c'est essentiellement sur les problèmes de stratégie de supply chain, d'optimisation du pilotage, et puis l'optimisation des opérations physiques. Pour ma part, à l'intérieur du cabinet, je travaille essentiellement sur ces problématiques d'optimisation des opérations physiques et particulièrement en e-commerce. Et bien évidemment, on accompagne nos clients sur l'ensemble de la transformation de l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire du diagnostic jusqu'à la mise en œuvre. On fait même du recrutement et de la formation. C'est parfait. Alors on va commencer cette présentation cette conférence par une présentation de François Rocher. Ensuite, on demandera à Patrick Lecomte de bien vouloir réagir à cette présentation et à nous indiquer comment lui, il se situe par rapport à ses conseils. Et puis ensuite, bien entendu, vous pourrez poser toutes les questions qui vous semblent utiles aux deux intervenants pendant le dernier quart d'heure. Voilà, merci François. Donc peut-être... Petite introduction. Petite introduction. Donc, pour ma part, moi, ça fait à peu près 30 ans que je travaille sur ces problématiques. À l'époque, c'était la vente à distance, les groupes La Redoute, Trois Suisses, Yves Rocher. Avant, c'était même un fameux groupe à Saint-Étienne, dont on se souvient pour les anciens. Depuis, effectivement, j'ai dû travailler sur une centaine d'entreprises sur ces problématiques de vente à distance, particulièrement la constitution de petits colis. Et je dois dire que cette richesse, par ces rencontres avec ses clients, j'ai beaucoup observé, beaucoup analysé, comparé, benchmarké, et donc identifié les bonnes pratiques, ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'aperçoit que de nombreuses entreprises veulent partir vers la mécanisation. Il y a beaucoup de séminaires, beaucoup d'offres. Bon. Je suis très impliqué dans la mécanisation des entrepôts, donc c'est pas un thème c'est un thème qui m'est cher. Mais par contre, ce que je peux constater, c'est que beaucoup d'entreprises vont acheter une Formule 1, mais ils n'ont pas le permis. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est de balayer un certain nombre de thèmes pour passer le permis, si je puis dire. Donc un peu les basiques. Je crois qu'il ne faut pas penser que la mécanisation, c'est une solution miracle qui va résoudre vos problèmes. Donc aujourd'hui, il faut creuser la chose suivant les 10 thèmes que je vais vous proposer. Alors d'abord, on constate, mais ça c'est une banalité, une explosion du e-commerce liée à la crise sanitaire, bien sûr. Mais un deuxième point, c'est que les pionniers dans ce domaine, ils ont perdu beaucoup d'argent avant de devenir rentables. Donc c'est un vrai métier. C'est plein de subtilités et avant d'obtenir une performance économique et de pouvoir bien gagner. Je connais des entreprises dans le e-commerce, je peux vous dire que leur compte d'exploitation, il en ferait rougir plus d'un parce qu'ils ont de l'antériorité, ils ont affiné leur modèle et à l'intérieur de ça, c'est la composante physique. Rapidement, si vous voulez, une commande, la composante physique, ça peut représenter 25 à 30% du chiffre d'affaires. Donc, c'est loin d'être négligeable et on a vite fait de perdre quelques points sur cela. Alors, les 10 secrets, ils sont résumés, entre guillemets, sur ce transparent. On va les défiler les uns après les autres. Il y en a 3 qui sont principaux. C'est la base, c'est les fondamentaux, quoi, si vous voulez. C'est de reconnaître que le retail et l'e-commerce sont des métiers très différents. Ce n'est pas parce que vous savez bien faire l'un que vous allez faire l'autre. Que l'entrepôt du e-commerce, c'est avant tout un métier RH, on va revenir là-dessus. Et puis, la coordination commerce-entrepôt est fondamentale. Alors après, il y a d'autres, en orange, il y a d'autres points
sur lequel il va falloir travailler, sur les processus, sur l'agilité, sur l'ordonnancement. Et puis, 3 points qui ne sont pas négligés. Et je terminerai également sur les retours. Alors, balayons ces 10 points. Le premier, c'est que, comme je le disais, ces deux métiers entre le retail et le e-commerce sont deux métiers très différents. Et pourquoi ils sont très différents? Essentiellement parce que d'un côté, je renouvelle un stock, je livre des magasins avec des... Voilà. Ça n'a rien de péjoratif dans ce que je dis. Mais de l'autre côté, on est face à un client. Et le client, si vous voulez, il est d'une exigence énorme et il peut être très volatile. Alors, la première chose qu'il faut faire comprendre, c'est qu'il faut faire descendre le e-commerce, il faut le comprendre dans son comportement d'achat. On a tous, à un moment donné, été sur un nouveau site. Si ça se passe mal, c'est foutu. C'est-à-dire, bon. Donc, l'importance, dès le départ, de pouvoir capter un client et de ne pas le perdre, c'est fondamental. Donc, il faut instruire cette culture dans l'entrepôt. Je vous citerai quelques exemples concrets sur ce sujet. Alors, vous pourrez voir, je vais pas vous détailler tout le détail, mais c'est extrêmement important parce que le respect du client, le respect de la promesse, c'est ça qui va vous faire développer votre chiffre d'affaires. Et en développant votre chiffre d'affaires et en optimisant vos processus, vous allez commencer à gagner de l'argent. Alors, deuxième point extrêmement important, c'est que l'entrepôt e-commerce, c'est avant tout un métier RH. Ça mobilise beaucoup de ressources. Et là, vous voyez 3 courbes, des produits saisonniers, des produits de fête de fin d'année, des produits cosmétiques, où vous pouvez voir que d'un jour à l'autre, il y a des fluctuations énormes. Donc, comment vous allez réagir dans l'entrepôt pour respecter votre promesse client qui devient de plus en plus de 24 heures, même Amazon, c'est dans l'heure maintenant, si vous voulez, commandez à midi, vous êtes livré le soir, quoi. Comment vous allez respecter ces promesses avec de telles fluctuations? Donc, il faut se poser et se dire, mais est-ce que j'ai une annualisation du temps de travail? Les fêtes de fin d'année, ça explose. Quel est le délai de prévenance que j'ai par rapport à mon personnel? Et in fine, minimiser le recours à l'intérim, parce que l'intérim, c'est la facilité. Voilà, vous prenez du personnel, mais il faut le former, il faut obtenir des cadences conséquentes. On était avec un dossier récemment, il nous expliquait que les gens qui étaient bien formés et tout, avaient des cadences d'emballage de l'ordre de 50 colis à l'heure, 60 colis à l'heure, et un intérimaire, il tombait à 15. Donc si vous voulez, si l'intérimaire, le temps qu'il monte en puissance, il a quitté la société, tout est perdu. Donc, premier point fondamental, c'est un métier RH. Travailler avec le RH, travailler à la flexibilité de votre personnel. On verra avec la mécanisation, il faut passer souvent en 3-8, il faut passer le samedi, le dimanche. Donc, tous ces métiers, tous ces chantiers-là, vous devez les mettre sur la table. Le troisième point, c'est l'importance énorme des décisions commerciales et du marketing sur l'entrepôt. Je vais faire une promotion. Je vais faire des livraisons offertes, les frais de port offerts, j'introduis des nouvelles gammes. Tout ça, l'entrepôt doit réagir. Et il ne doit pas être en mode réaction, mais en mode prévention. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des bons contacts avec le marketing, avec le commerce, et pour anticiper tous ces phénomènes, vous les subissez dans l'entrepôt. Et puis, ça devient le bazar, quoi. Donc, il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut travailler énormément avec le marketing et le commerce. Patrick va vous expliquer un petit peu l'expérience qu'on a eue ensemble sur son activité e-commerce. Chez L'Oréal, il y a 40 marques. Chaque marque fait des promotions en permanence. Donc si derrière, vous n'anticipez pas, je veux dire, c'est dramatique. Donc ce troisième point est également majeur. C'est les 3 points majeurs que je voulais signaler dès le départ de cette intervention. Alors, maintenant, on va rentrer dans le détail avec l'entrepôt. Et quand vous observez, faites-le et refaites-le. Moi, je dis en permanence, on n'observe pas suffisamment. Moi, quand on fait travailler, c'est un entrepôt, je veux dire, je me pose, je regarde, j'observe, je mesure, voilà, et je fais des vidéos. Donc, si vous voulez, il faut creuser, parce que chaque geste compte. Là, vous avez un tableau, vous voyez que par commande, j'ai 17 opérations. Par ligne de commande, j'ai 11 opérations. C'est un cas d'école, si vous voulez.
Ce qui veut dire que si j'ai 1000 commandes par jour, ce qui n'est pas énorme, hein, si vous voulez, je peux arriver à faire 55 000 gestes unitaires par jour. Chacun des gestes, c'est 3 secondes, 4 secondes, 10 secondes. C'est peu, mais ces gestes sont énormément répétés. Donc, posez-vous la question, est-ce que ça sert? Très souvent, moi, je vois de la surqualité, on fait des saisies code à barre. Une saisie code à barre, c'est 3 secondes. Mais quand vous multipliez par le nombre de gestes dans la journée, vous allez vous apercevoir que c'est des heures et des heures, et c'est du coût, c'est du délai. Voilà. Donc, avant de regarder, même si vous mécanisez, vous devez regarder les gestes qui sont faits. Vous devez vous dire qu'il faut magnifier la paresse. Voilà. Il faut magnifier la paresse, c'est-à-dire qu'il faut se dire, est-ce que ce geste a de l'importance dans le résultat final? Si vous êtes, je veux dire, conscient et que vous travaillez suivant cet axe, vous allez énormément améliorer l'ergonomie des postes de travail, la gestuelle, beaucoup de choses. Choisir les bons processus. Alors là, c'est un sujet extrêmement important. Les processus e-commerce, il y en a toute une grande variété. Ne croyez pas que quelques processus suffiront. Les processus sont adaptés à la typologie. Vous n'utiliserez pas le même processus si vous êtes dans le cosmétique, dans le textile, dans la chaussure, dans des produits volumineux. Donc, il faut adapter les processus par rapport à la typologie des commandes, par rapport à la typologie des produits. On fait souvent chez Diagma des appels d'offres dans le domaine du e-commerce et dans le domaine du retail. Et dans le domaine du retail, on s'aperçoit que les offres, elles tiennent dans une frange de 20-30% d'un prestataire à l'autre, parce qu'ils maîtrisent tous à peu près ça. Dans le e-commerce, moi j'ai vu x3. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne maîtrisent pas du tout leur processus, ou ils mettent des processus qui ne sont pas adaptés à la typologie de l'appel d'offres, et ils sont 3 fois plus chers que les gens qui connaissent bien ce métier et qui ont travaillé ces processus. Là, vous voyez, par exemple, quand je vois dans le textile des processus de ramasse et de consolidation, je fais travailler les gens pour dire « mais est-ce que vous ne pourriez pas faire ramasse et consolidation en un seul geste ?» Ça va peut-être vous coûter plus cher, un peu plus de déplacement, un peu plus de ci, de ça. Mais peut-être qu'au début, au total, ça vous coûtera moins cher. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir choisir les bons processus, prendre son temps. Et puis, même dans un entrepôt, vous allez avoir un processus, par exemple, pour les monolignes. Je dis bien monolignes, je ne dis pas mono-article. Petite subtilité dont on pourra reparler. Mais si vous voulez, il faut creuser ces processus avant tout et choisir les bons processus. Alors, pour être performant, il faut un système d'information agile et même très agile. Moi, je vois qu'on dépense beaucoup d'argent dans de la mécanisation. Il faudra en réserver un petit peu sur les systèmes d'information. Parce que trop souvent, le WMS vous impose des processus. Et moi, depuis des années, je lutte parce qu'il faut que l'informatique soit au service des processus et pas le contraire. Donc il faut travailler sur l'intégration temps réel des commandes. Ça, de plus en plus, on y va. Mais faire du cross-doc à la commande en réception, quelquefois, vous recevez des articles, mais ces articles ont été commandés par rapport à une commande. Vous n'allez pas les rentrer en stock, les ranger pour les ressortir. Faire du pick and pack. Il y a plein de processus, ils sont extrêmement nombreux et on peut en inventer, je dirais presque jour après jour. 2 éléments majeurs que je vois qui ne sont pas respectés et qui peuvent apporter beaucoup, c'est l'intérêt d'avoir des emplacements picking multi-références, l'intérêt d'avoir une référence en picking multi-emplacement. C'est déjà poser ces 2 questions et vous verrez qu'il y a du chemin à parcourir parce que ça offre des avantages énormes d'avoir ces fonctionnalités. Le rangement en mode déclaratif. Moi, j'ai vu peu d'entreprises qui rangeaient en mode chaotique. Si, il y en a une qui fait ça, s'appelle Amazon. C'est pas pour rien. Je pense que beaucoup de gens pourraient réfléchir à ce mode chaotique qui peut paraître un peu anachronique, quoi, si vous voulez. Le mode chaotique, c'est pas un ingénieur qui va l'inventer, c'est la pratique du terrain. L'ordonnancement, une fonction vitale. Là, l'ordonnancement, si vous voulez, c'est le cœur
de votre organisation. Si vous ordonnancez mal vos commandes, eh ben, vous allez tuer votre entrepôt. Donc, pour bien ordonnancer, il faut analyser le portefeuille de commandes, analyser le portefeuille de commandes et réanalyser le portefeuille de commandes en permanence. En permanence. Je me souviens, dans le groupe Yves Rocher où j'avais travaillé, tenez-vous bien, ils réimplantaient des produits 4 fois par jour. 4 fois par jour. Pour diminuer la gestuelle. Parce qu'il y a une promotion qui a été faite, parce que tel produit démarrait. Alors, ce n'était pas l'ensemble de l'entrepôt, hein, non, c'est pas ça. C'est quelques produits, et puis ça se faisait de façon très pragmatique sur le terrain, quoi, si vous voulez. Donc, ça, c'est très important d'analyser le portefeuille de commandes. Et je constate que vous n'avez pas, en général, dans les structures, il n'y a personne qui regarde le portefeuille de commandes. Moi, je suis un passionné de ça. J'essaye de creuser à l'intérieur pour voir quel est le processus qui serait le plus adapté par rapport à la commande qui est faite. Dans une industrie, on ne se pose pas la question, on définit le produit, on regarde le produit et on va le fabriquer en fonction de ça. Le portefeuille de commande, c'est ce qui va vous donner la structure de votre organisation par derrière. Donc l'ordonnancement, c'est un point, je pense qu'il faut y revenir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce que c'est là où vous allez grappiller quelques données, et même beaucoup plus, quoi, si vous voulez. Et on ne s'intéresse pas suffisamment à cette fonction. Donc, creusez votre portefeuille de commandes, analysez-le, comparez-le par rapport à votre gestuelle physique, et vous allez beaucoup progresser. Alors, on va aborder les 3 derniers points, c'est être proche d'un hub. Souvent, si vous voulez, quand vous avez des lead times que vous voulez, que vous voulez travailler, eh bien, il y a un élément, c'est à quel moment je vais faire mon cut-off de commande. Si je fais mon cut-off de commande à midi, ça veut dire que mes clients, après midi, on va perdre 24 heures. J'ai beaucoup d'appels d'offres sur lesquels on veut des cut-offs très tardifs, à 18h, 19h. Donc le client peut commander jusqu'à 18h, 19h, et puis être livré le lendemain. Pour ça, si vous voulez, si vous êtes à 2 heures d'un hub transporteur, vous n'y arriverez pas. Donc il faut voir comment est-ce que vous pouvez, quand vous avez des projets d'implantation, regarder comment vous pouvez vous situer proche de hubs transporteurs. Alors, très souvent, on voit que les gens veulent être dans la région parisienne. Le problème, c'est que les hubs dans la région parisienne, ils sont saturés. Parce qu'il y a une telle activité. Donc, quelquefois, il vaut mieux se mettre, je ne dirais pas au milieu de l'Ardèche, mais peut-être, parce que là, on a un vrai service supérieur parce que ces hubs-là sont beaucoup moins saturés. Donc, il faut être proche des points d'injection. Et puis, à partir du moment où vous avez des volumes qui sont de plus en plus importants, vous pouvez arriver à faire des injections directes parce qu'aujourd'hui, l'Europe est quand même constituée par des maillages qui ne sont pas européens. Ils sont quand même très nationaux. Hein. Historiquement, c'est à cause de ça. Donc, si vous voulez livrer une commande en Allemagne, il est plus judicieux de faire un transport jusqu'à un hub allemand. Et puis après, ça rentrera dans les circuits des hubs. Dans le retail, vous avez une grille de transport qui est fonction de la distance, du département et du poids. Dans le e-commerce, vous avez un prix toute France. Donc, la situation géographique de votre entrepôt, finalement, il n'est pas si important que ça. Il est plus important d'être proche d'un hub que d'être sur le barycentre de la France. Alors, on va aborder la mécanisation. La mécanisation raisonnée et surtout résiliente et agile. Voilà, moi je vois beaucoup de projets de mécanisation et je constate que dans un premier temps, on voit ça comme une solution miracle. Non. La mécanisation, c'est un projet comme un autre, mais qui doit intégrer tous les facteurs dont je viens parler précédemment. Et je crois que la première chose à faire, c'est d'établir une baseline sans mécanisation. Et puis après, on va comparer la mécanisation par rapport à cette baseline. Si vous voulez quelques chiffres, moi je vois des sites qui sont sur des niveaux d'environ 60, 70 heures aux 1000 commandes. Moi, c'est mon critère, c'est de mesurer le nombre d'heures de personnel pour constituer 1000 commandes. En travaillant
vous allez peut-être baisser à 50 heures au 1000. Vous allez gagner 20-30%. Si ça devient votre baseline, vous allez vous apercevoir que des grosses mécanisations, eh ben, vous n'avez plus de retour sur investissement. Donc, c'est important de commencer par établir cette baseline de façon non grosse mécanisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des convoyeurs, des trieurs, des petites choses. Quand je dis des petites choses, des investissements raisonnables. Donc, méfiez-vous des ROI supérieurs à 4-5 ans, parce que, on l'a vu avec la période qu'on a passée, que sera l'avenir dans 4-5 ans? Et souvent, dans des mécanisations, la première chose, quand on a des projets de mécanisation, on s'aperçoit que la première question que je pose, c'est quelle capacité horaire voulez-vous que j'installe? Bon, je vais installer une capacité de 1500 commandes à l'heure, par exemple. Ça sera 1500 commandes à l'heure. La seule façon d'en passer plus, c'est d'élargir le temps de travail, c'est tout. Et travailler le soir, la nuit, le samedi, le dimanche. Mais la mécanisation, elle vous bloque là-dessus. Et si dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, vous avez besoin de passer de 1500 à 2000 ou 3000, eh bien c'est là où il faut dès le départ se dire comment je ferai. Et c'est là où il faut travailler sur la résilience et l'agilité pour se dire en combien de temps je peux passer de 1500 à 3000. Ce n'est pas des chiffres absurdes parce que moi je vois des sites, ils sont à 300, 500 000 commandes par an. 4 ans après, ils sont à 3 millions. Quand vous avez trouvé les bons réglages, votre e-commerce, il explose vite, très vite. Et si vous ne perdez pas vos clients parce que vous avez des bons processus et une bonne supply chain globale vis-à-vis de vos clients, les volumes, ça vient très, très vite. Très, très vite. Dernier point sur la mécanisation, n'oubliez pas le TRS, le taux de rendement synthétique, c'est-à-dire la différence entre ce que le fournisseur va vous vendre en termes de cadence et ce que vous allez réellement exploiter au quotidien dans votre entrepôt. Parce que on a tous eu une voiture qui était capable de monter à 180 sur l'autoroute. J'oublie la limitation de vitesse, mais même si elle est capable de monter à 180, ne le faites pas. Sur un trajet assez long, vous allez vous apercevoir que vous êtes avec une moyenne beaucoup plus faible. C'est ça le TRS, la différence entre le vendeur de voitures et puis celui que vous êtes capable de tenir sur une distance conséquente. Ne pas oublier la gestion des retours, c'est le point le plus important. Je citais tout à l'heure cette expérience, cette première expérience que je peux avoir avec un nouveau site. Moi, ce que je préconise, vous voyez, dans l'ordonnancement, c'est que les nouveaux clients soient traités de la même façon que les gens qui ont payé pour faire de l'urgent. Il faut qu'on puisse identifier les commandes des nouveaux clients et les soigner particulièrement, parce que si on les soigne, ils reviendront. Si vous avez commandé 10 fois sur un site et que tout s'est bien passé, vous serez beaucoup plus tolérant sur la 11e fois parce qu'il y a un petit anicroche et tout. Mais la gestion des retours, c'est ce qui fait votre qualité vis-à-vis de votre clientèle et elle est fondamentale. En plus, elle est très coûteuse. On n'aime pas ça, la gestion des retours. On n'est pas habitué à des retours conséquents. Et pourtant, c'est fondamental. Moi, j'ai beaucoup d'expérience avec Amazon. Si vous voulez, quand vous téléphonez, une expérience personnelle, j'avais acheté un clavier d'ordinateur, un clavier de piano pour ma femme, et puis bêtement, je ne m'étais pas aperçu qu'il fallait un ordinateur derrière. Ça a traîné dans un placard pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, ma femme a téléphoné à Amazon, ils n'ont eu pas de problème, on vous le recrédite. Donc ça, c'est fondamental. Voilà. Je pense que je devais tenir en 25 minutes, donc c'est parfait. Je crois. Absolument. On est dans les temps. Ça aussi, bien sûr, j'aurais pu rajouter le 11e et le 12e point. Il y a toujours des choses à rajouter, mais j'ai essayé de concentrer sur la base de l'expérience que j'ai vécue. Mais on va peut-être les rajouter au moment des questions. On va peut-être les rajouter au moment des questions. De ceux qui nous regardent. Peut-être passer la parole maintenant à Patrick Lecomte pour que lui nous explique un petit peu son vécu, son expérience dans le domaine du e-commerce et la manière dont il a mis en place son organisation, peut-être aussi avec l'accompagnement de Diagma. Patrick ?
Ah, on n'entend plus Patrick, là. Ah bon? Ah. Vous m'entendez? Oui, ça y est, ça y est. Ah, superbe. Donc, effectivement, bonjour à tous, ravi d'être là. Je suis évidemment très aligné avec tout ce que je viens d'entendre sans grande surprise. Donc très rapidement, bon, moi j'ai un petit peu moins d'expérience que François sur ces métiers-là, même si ça fait quand même quelques années que je baroude aussi sur la supply chain de l'e-commerce. Ça fait une quinzaine d'années et 5 ans maintenant chez L'Oréal, effectivement. François l'a touché rapidement pour donner un petit peu le commerce direct qui est qui reste aujourd'hui relativement confidentiel, même si ça explose et qu'il y a une énorme accélération comme on peut l'imaginer, mais à l'échelle du groupe L'Oréal, qui reste un groupe historiquement très industriel et avec une grosse partie de son activité exploitée plutôt en B2B. Le B2C explose et sur l'Europe de l'Ouest, effectivement, on opère un peu plus de 40 sites e-commerce d'une quinzaine de marques à date, mais on a de plus en plus de marques. Effectivement, il y a un portefeuille de marques très important chez L'Oréal qui fait que là, à court, moyen terme, on aura quasi une trentaine de marques qui s'auto-distribueront via un canal e-commerce qu'on doit opérer et sur lesquels on a la responsabilité d'exécuter la commande de façon end-to-end. Donc ça va partir l'exécution, l'animation évidemment de nos sites e-commerce, mais derrière l'exécution de la commande, des pages de paiement et ensuite l'exécution physique de la commande. Et là, on va toucher tous les métiers et toutes les spécificités que François a très bien expliqué. On a cette présence en e-commerce de façon assez importante et de plus en plus importante sur 12 pays au moment où je vous parle principalement. Voilà, et on opère ça de façon très centralisée et externalisée. Effectivement, d'où notamment une collaboration assez récente avec Diagma pour nous aider aussi à remettre un peu à plat notre network, se rassurer aussi sur la compétitivité aussi du setup actuel qu'on a avec donc BSL qui est notre prestataire logistique principal sur notre logistique e-commerce d'Europe de l'Ouest, avec lequel on opère l'e-commerce sur 11 des 12 pays dont je vous ai parlé. Donc, en gros, toute l'Europe continentale, un modèle un peu différent pour les raisons que vous pouvez imaginer. Et voilà. Et donc, ce que je voulais ajouter, j'ai pas grand-chose à ajouter. Et puis, peut-être après aller plus dans les questions-réponses qui seront certainement quelque chose de plus interactif. C'est ce qui est hyper clé, indépendamment de la volatilité de ce business. Il y a un très grand enjeu, effectivement. Les prévisions, c'est hyper clé et c'est très, très complexe, effectivement, quand déjà dans l'e-commerce tout court, si on exploitait une marque, ce serait déjà compliqué. Il y a des moments très hauts. Je vous ferai pas de dessin sur ce qui a pu se passer l'année dernière. Voilà, au global de l'année 2020, on a fait x2 2019, mais avec une saisonnalité qui est complètement hors norme si on y regarde. Donc ça sert, c'est pas forcément très pertinent effectivement de regarder au total de l'année qu'est-ce que ça a représenté. C'est important pour regarder les chiffres de façon macro, mais dans la réalité opérationnelle, c'est des volatilités, des élasticités à plus 100%, voire parfois plus 1000% sur une année. Voilà, on a une activité aussi et c'est beaucoup ce que viennent chercher aussi les gens sur des canaux de distribution en propre, sur des marques qui s'auto-distribuent et des marques assez fortes. Chez L'Oréal, on va parler de marques comme Lancôme, comme Yves Saint Laurent, comme Kiehl's, comme L'Oréal Paris. On a une élasticité promotionnelle qui est très importante. Et donc, travailler main dans la main avec son prestataire, c'est hyper, hyper clé. D'où effectivement un énorme besoin d'agilité sur la flexibilité du temps de travail. Il faut quand même de l'industrialisation, donc il faut une mécanisation raisonnée. J'aime beaucoup ce terme. Chez BSL, donc notre prestataire principal, il travaille notamment sur plutôt nos classes C. Nous, on a beaucoup de marques, donc beaucoup de références, des taux de rotation qui peuvent être très différents. Et nos classes C sont essentiellement gérées avec évidemment une rotation importante des implantations sur la technologie Scalog. Mais on a aussi de la mécanisation chez BSL sur du formage de la ligne et du fermage aussi de boîtes. Mais on a aussi une grande souplesse et agilité sur justement la constitution de ces lignes. On a poussé des murs comme vous pouvez même pas imaginer l'année dernière et on continue à le faire. Voilà, et on est en très forte croissance. Et donc il faut industrialiser tout en gardant une forte flexibilité dans la façon d'opérer le layout au sein même de l'entrepôt ou des entrepôts, parce que ça peut aussi être une des conséquences de la croissance. Voilà, mais donc un élément hyper clé, c'est une relation
hyper proche, client, fournisseur de services logistiques, client étant L'Oréal derrière, beaucoup de business units comme vous pouvez l'imaginer, donc une complexité interne importante. Et voilà, donc un élément hyper clé, c'est aussi côté L'Oréal, c'est une équipe centralisée qui représente l'ensemble de ces métiers-là et de cette relation-là pour une relation vraiment one-to-one, hyper proche, travailler au quotidien et en bonne intelligence et en synergie très forte avec le prestataire. C'est vraiment voilà, un facteur clé de succès très important. Voilà, on a eu 0 jour de fermeture l'année dernière, malgré les lockdowns, malgré tout ce qui a pu se passer. On a expédié tous les jours avec un bon niveau de performance, une très grande adaptabilité. Et ça a été possible grâce à l'organisation de notre prestataire en son sein, mais aussi grâce à la relation qu'on a avec lui. Voilà, donc c'est vraiment très clé. Voilà, et je ne peux qu'abonder pour terminer sur mes petits mots, sur le point aussi très important sur la partie last mile. Voilà, on opère 11 pays nous, donc on fait pas que du 24 heures, même si le cut-off commande c'est très important parce que quand on opère 11 pays, si on veut pas faire d'aérien, voilà, et donc L'Oréal est très engagé évidemment aussi sur des aspects environnementaux et sociétaux. Donc on travaille beaucoup avec notre prestataire déjà sur l'expérience d'unboxing. Donc on travaille beaucoup sur les matériaux qu'on va utiliser, que ce soit sur des éléments de calage, de gifting particulier, par exemple des boîtes cadeaux, des gift box, et évidemment sur nos boîtes d'expédition pour avoir voilà du matériel qui soit à la fois qualitatif en termes d'expérience de marque et d'ouverture lors de la réception de sa boîte e-commerce, mais tout en ayant évidemment le recyclage le plus possible. Voilà, premiumisation et sustainability, c'est hyper clé sur l'unboxing. Donc voilà, pas de plastique, pas de tear tape, bon voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est très important. Et sur le transport, alors, on fait essentiellement du routier. On utilise aussi beaucoup de services de livraison, de last mile, nous affranchissant justement, notamment du last mile. Donc on s'appuie beaucoup aussi sur des réseaux de points relais. Voilà, c'est aussi un élément, un facteur clé de succès. Et on injecte effectivement des réseaux de transporteurs de petits colis, hein, de last mile, de tous les pays européens sur lesquels on travaille. Voilà, on fait très peu de flux en intégration end-to-end sur du petit colis. On a un poids moyen à 500 grammes. On a un taux de retour qui est très faible aussi. C'est l'avantage de faire de l'e-commerce sur de la cosmétique. Et voilà. Et donc, on injecte quotidiennement, soit en direct, soit en passant par des cross-docks, les différents réseaux de last mile carrière des différents gros pays européens pour avoir à la fois une expérience consommateur locale pour le consommateur final, qu'il soit allemand, autrichien ou norvégien ou français, tout en ne faisant pas de compromis sur la rapidité au risque d'utiliser des moyens de transport qui ne seraient pas forcément, qui seraient coûteux déjà et qui ne seraient pas forcément adaptés à la promesse et aux engagements du groupe. Voilà. Patrick, je vous interromps pour qu'on conserve aussi un petit peu de temps pour les questions. Moi, la question que je vais vous poser, c'est quel est le périmètre en fait de votre activité? Est-ce que ça regroupe toutes les divisions du groupe L'Oréal, je veux dire, y compris donc les produits grand public, le luxe, tout ce qui est produits professionnels? Ça regroupe l'ensemble des produits, des gammes? Alors, pour être plus précis, on s'occupe sur ce périmètre-là et sur ces métiers-là, et donc notamment à travers notre relation avec BSL, de toutes les marques qui font de l'e-commerce direct. Donc peu importe le pays ou la division. Effectivement, il y a 4 divisions chez L'Oréal que vous venez de citer. Donc voilà, donc en fait, le déterminant, c'est plus est-ce que telle ou telle marque sur tel ou tel pays a une appétence, un ADN, une envie d'aller sur de l'e-commerce direct, un business case, hein, évidemment, un PNL qui vole là-dessus pour y aller, indépendamment de dans quelle entité elle est hébergée. Voilà. Et après, on a une équipe centrale d'expertise, un écosystème aussi technique qui est commun. Et donc effectivement, on va retrouver aussi bien des marques de notre division grand public que de la division luxe, qui est évidemment de très loin la division qui pèse le plus sur cet écosystème. C'est là où on retrouve les marques les plus fortes, les expériences de marque les plus fortes à proposer à nos consommateurs en vente directe, sans s'appuyer sur un réseau d'un distributeur ou d'un retailer plus traditionnel. Voilà, donc c'est essentiellement la division luxe, mais on a des marques qui s'autodistribuent,
comme L'Oral Paris sur la division grand public, comme Carastase sur la division professionnelle, ou comme SkinCeuticals ou Vichy sur la division active cosmétique. Cette volonté d'aller vers le consommateur, c'est un changement de paradigme pour L'Oréal depuis quelques années maintenant, puisque traditionnellement, la distribution sélective visait principalement à passer par des retailers spécialisés. Comment se développe cette activité aujourd'hui ? Elle se développe bien. Et le groupe a beaucoup d'ambition, communique beaucoup là-dessus. Oui. Et effectivement, je pense qu'il y a deux grandes raisons à ça. Donc il y a certaines marques plus historiques du groupe qui effectivement traditionnellement font leur chiffre d'affaires en B2B, s'appuient sur des réseaux de distribution, donc soit la distribution plutôt grand public pour les marques de la division grand public, soit la distribution par exemple sélective, si on regarde plutôt les marques de la division luxe, en s'appuyant sur les réseaux de Sephora, Marionneau, Macy's, etc. Et donc certaines de ces marques, avec le tournant digital, se mettent de plus en plus à vouloir s'auto-distribuer, aller en direct au consommateur final. La data, c'est data is the new oil. Bon voilà, vous connaissez tous ces concepts-là. Donc il y a un shift sur des marques historiques dont ça n'était pas du tout au cœur de la stratégie il y a encore quelques années. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent le B2B, mais l'idée c'est d'être omnicanal, d'être voilà, sur tous les touchpoints, tous les canaux. Et si on peut aller en direct au client final et s'il y a une pertinence et une appétence, on y va. Et après, il y a un autre phénomène, c'est que le groupe fait beaucoup de croissance externe. Et certaines des marques qui font beaucoup de B2C aujourd'hui sont des marques que le groupe dont le groupe a fait l'acquisition sur les dernières années, les 10 dernières années, et dont c'était déjà l'ADN. C'était des marques assez digitales, je pense notamment à la marque Kiehl's ou la marque NYX Professional Makeup, voilà, qui sont des marques à ADN d'autodistribution assez marquées via soit des sites e-commerce en propre, voire même des réseaux de magasins en propre. Voilà. Voilà. Donc il y a un peu ces deux phénomènes, soit des marques historiques qui y vont de plus en plus fort, soit des marques que le groupe dont le groupe a fait acquisition, qui ont ça dans leur modèle de distribution historique. Merci. Je me tourne vers Hervé pour savoir si nous avons des questions. Alors, les questions commencent à arriver. Hervé, est-ce que tu peux nous les lire ? Oui, bonjour à tous. Donc, une première question. La personne qui pose cette question pense que les entrepôts doivent être aussi équipés de systèmes de visualisation en temps réel des opérations afin que chacun sache ce qui se passe. Donc, intralogistique digitalisée, qu'en pensez-vous ? François, tu souhaites peut-être... Je te la laisse, celle-là. Ce que j'en pense, c'est que nous, on utilise beaucoup la vidéo pour analyser les processus, comme je le disais tout à l'heure. Et effectivement, il y a quelques années, si vous voulez, on était avec un papier, un crayon et un petit chrono, et on essayait de mesurer les temps que je vous ai montré tout à l'heure là sur une page. Et ça se passe tellement vite que c'est très difficile de faire vraiment une base solide de l'ensemble de ces mouvements. Et donc, on est passé à la vidéo. Et là, par exemple, récemment, on a eu une intervention, on a signé une intervention avec la Suisse. Puis la Suisse s'est complètement bloquée. Il fallait une semaine pour rentrer sur la Suisse, bloqué dans un hôtel et tout. Donc, on n'allait pas passer une semaine dans l'hôtel. Donc, on a travaillé à 100% avec de la vidéo. C'est-à-dire que les gens nous ont envoyé des vidéos, des processus de prélèvement, d'emballage et autres. Et puis, on a analysé tout le rapport et on a fait ça entièrement à distance. Et maintenant, de plus en plus, moi, je fais des visites d'entrepôts. On en a eu encore 2 il n'y a pas très longtemps, où avec un smartphone, on se balade dans l'entrepôt, on regarde la réception, on regarde... bien sûr, après, ils nous envoient des fichiers et on traite les données, mais on s'aperçoit qu'on peut travailler autrement, même en télétravail. Donc, après, il faut aussi faire attention, parce que la vidéo, c'est très intrusif. Donc, je ne pense pas qu'un réseau de caméras fixe dans l'entrepôt permettrait de travailler. Par contre, l'utilisation de la vidéo avec l'accord des gens, parce que quand on les filme, on demande leur accord. D'ailleurs, une petite histoire amusante. Un jour, on intervient comme ça, on filme, on avait demandé l'autorisation, on était passé au CHSCT, pas de problème, tout était clean. Et puis, on a filmé et tout. Puis, à la fin, on s'est fait engueuler
par une personne qui a dit « mais vous m'avez pas filmé, vous m'avez pas filmé ». Donc, si vous voulez, je pense que ces méthodes qui viennent de l'industrie, moi, à l'origine, j'étais plutôt dans l'industrie, j'ai extrapolé ces méthodes au sein du cabinet pour pouvoir, je dirais, l'utiliser en matière d'entrepôt et ce qui nous permet aujourd'hui de faire des analyses très précises. Oui, mais et puis, un plan de productivité qui est solide à l'arrivée. justement, mais je pense que la question était peut-être, alors là on parle d'une utilisation de la vidéo pour l'analyse, pour le Oui. diagnostic, mais la question portait peut-être aussi sur la vérification de la conformité des opérations en temps réel, avec possibilité de visualiser ce qui se passe au niveau de toutes les opérations, et puis éventuellement de coupler l'information, un système d'information pour... Ponctuellement, par exemple, moi je suis assez pour de prendre effectivement des photos du colis avant de la fermeture, Oui. pour vérifier que l'ensemble des produits sont là. Et puis, si on a un échange avec un client qui dit « mais j'avais pas tel produit on peut dire « attendez, moi j'ai la photo, regardez ». Quelquefois ça calme. Hein. Bon, après un système, on peut en discuter, hein, je suis fermé à rien, mais un système global, il faut qu'il y ait une réalité derrière et des objectifs et une utilité concrète, quoi. Ça fera peut-être l'objet Tout à fait. d'une prochaine Tout à webconférence. fait. Autre question, Hervé? Vous avez abordé la relation avec le partenaire logistique. Quels sont les profils et les compétences qui constituent votre équipe? Alors, ça c'est une question pour Patrick peut-être? C'est plus pour moi. C'est une bonne question. Déjà, on n'a pas besoin d'être très nombreux à partir du moment qu'on s'appuie justement sur des spécialistes du métier. Donc, qu'on a fait le choix pour L'Oréal, quand on opère de l'e-commerce en Europe de l'Ouest, d'externaliser la prestation logistique. On aurait pu aussi l'internaliser. On a beaucoup de centrales chez L'Oréal, mais qui sont très typées B2B, qui n'ont pas forcément les outils, les WMS ou les TMS aussi adaptés à pouvoir faire de la logistique de détail, de la logistique typée e-commerce. Donc du coup, on n'a pas besoin d'être très nombreux, même si on l'est quand même un petit peu pour gérer aussi pas mal de complexité interne et de sujets de gouvernance. Comme je disais, beaucoup de marques, beaucoup de pays. Et en termes de profil, sur les métiers plus en lien vraiment à la supply chain, la partie exécution physique, donc dans mon équipe, je dirais j'ai 3 à 4 personnes qui sont un peu plus vraiment sur cet aspect-là, pour gérer déjà du demand supply, parce que on n'a pas beaucoup parlé d'amont, mais il faut approvisionner, donc il faut avoir les bons stocks au bon moment, les bons niveaux de stock chez le prestataire en l'occurrence. Donc là, on est sur des profils demand planner, demand supply, supply planning, et après on a aussi des experts plutôt de la logistique traditionnelle, donc soit certains ayant une grosse expérience l'oréalienne et aussi dans la gestion de la relation avec des prestataires logistiques, historiquement plutôt B2B, mais qui apprennent très vite aussi les spécificités du B2C, ou des profils notamment comme le mien, venant de l'extérieur, venant du monde du retail, de l'e-commerce, et ayant déjà vu ce type d'activité et de relations avec des prestataires logistiques dans d'autres types d'environnements précédemment. Voilà en gros Patrick, vous de quoi avez est composée l'équipe. Vous avez fait le choix de BSL, qui est un prestataire logistique historiquement positionné sur le e-commerce. Pourquoi vous avez fait ce choix plutôt que de regrouper l'ensemble de vos flux, e-commerce et les autres, hein, les flux qui sont destinés au B2B? Pourquoi vous ne les avez pas regroupés? Pourquoi vous avez fait ce choix d'un prestataire spécialisé dans le domaine du e-commerce? Alors, pour des raisons principales de besoin d'accélération, d'agilité, un peu tout ce qui a été évoqué. Voilà, ces métiers-là, le B2C n'est pas core business chez L'Oréal, même si ça tend à le devenir. Il y a de plus en plus d'expertise en interne, etc. Opérer de la logistique 2C, c'est un métier très particulier. Il faut des outils aussi, hein, de l'expertise, de l'analyse de portefeuille de commandes, des outils, un WMS, TMS, comme je le citais précédemment, adaptés à ces métiers-là. Mélanger aussi B2C et B2B sous un même toit, sur les mêmes process, ça peut paraître une bonne idée sur le papier, mais ça peut aussi créer d'autres types de problèmes sur des priorisations. Les moments ne sont pas forcément les mêmes. Ça peut créer des conflits d'intérêts
dont on souhaite s'affranchir. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est l'accélération. Pas de compromis sur l'e-commerce, les ambitions du groupe là-dessus. Et le meilleur moyen, c'est de ségréguer un petit peu cette activité du reste du business L'Oréal qui reste dominant et très très important. Et donc s'appuyer sur l'expertise, les outils, la connaissance, la mutualisation aussi contractuelle, notamment sur les contrats de transport, que peut nous offrir un prestataire comme BSL. On est un client de BSL parmi d'autres, même si on est client important pour BSL. Voilà, donc on peut bénéficier aussi en s'appuyant sur BSL de l'expertise technique et aussi commerciale, notamment en termes d'achat-transport sur du tout petit colis. Autre question, Hervé? Oui. Comment intégrer du e-commerce au sein d'un entrepôt omnicanal? Ça vient d'être... je pense que Patrick a répondu en partie. Vous n'avez pas d'autres activités e-commerce qui pourraient être regroupées avec d'autres activités B2B, par exemple? Alors, si. Donc, ça existe dans le groupe, pas donc en Europe de l'Ouest, mais je vous ai parlé rapidement du UK. Donc, ça reste l'Europe de l'Ouest, même si c'est un setup un peu différent. Voilà, l'e-commerce aujourd'hui du UK chez L'Oréal est opéré depuis un entrepôt B2B, un entrepôt en propre L'Oréal, voilà, qui exécute ça bien, mais avec aussi pas mal de limites que j'ai un peu précédemment évoquées. Voilà. Plus grande difficulté dans l'élasticité au moment des peak season ou des moments promotionnels non bien anticipés. Voilà, peu ou pas de capacité de gérer du multi-carrière. Alors vous me direz, quand on fait qu'un seul pays, comme du UK, c'est moins problématique. Quand on a un terrain de jeu pan-européen, comme ce qu'on fait au départ de BSL, où sur une position de stock unique, on sert 11 sites, 11 pays pour Kills, par exemple, il y a une complexité qui va bien au-delà de servir à un marché domestique. Voilà. Donc ça existe dans le groupe. Mais voilà, la tendance dominante, c'est qu'on veut faire du B2C de façon industrialisée, avec une très forte accélération dans un environnement complexe, multimarque, multi-pays, multidivision. On est plutôt sur de l'externalisation. C'est le cas en Europe de l'Ouest avec BSL, c'est aussi le cas par exemple aux US. Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose, c'est que par rapport à la question, c'est que quand vous avez un entrepôt retail et que vous voulez, au sein de cet entrepôt retail, mettre une activité e-commerce, vous avez tout intérêt à vous faire aider au départ pour avoir les bons réflexes, les bons processus, que ce soit bon. Parce que nous, souvent, on intervient après coup, parce que les volumes commencent à être importants et comme le coût est important parce que les processus ne sont pas les bons, on est obligé de casser, pour une part, un certain nombre de choses qui ont déjà été mises en œuvre, avec des développements informatiques, avec une implantation qui n'est pas forcément la bonne, et ainsi de suite. Donc, profitez-en quand vous êtes petit pour acquérir les bons réflexes, les bons processus, et de ce côté-là, il faut se faire aider, quoi. Je pense que c'est un élément important. Moi, je vois beaucoup de clients qui ont commencé dans leur garage avec 3-4 personnes. Bon, ça faisait le taf, mais avec un coût exorbitant. Et puis quand on monte à 10, 15, 20, 50 et 100 personnes, là on se dit, mais il n'y a plus de réalité économique parce que j'ai pas la bonne organisation. Donc réfléchissez en amont à avoir tout de suite, et faites-vous aider là-dessus, de l'expérience sur du pur e-commerce. Autre chose, ne croyez pas qu'il suffit de faire du copier-coller par rapport aux voisins. Si votre voisin fait du cosmétique, eh ben peut-être que même si vous faites du cosmétique, vous n'aurez pas forcément les mêmes processus à mettre en œuvre, pour X raisons. Hervé ? Oui, une question donc plus axée sur la sécurité. Comment procédez-vous pour réduire les attaques de cybersécurité dans le cloud et comment éviter la fuite des datas pendant le déploiement dans les multi-clouds ? C'est du pur informatique. Oui, là on est dans un domaine, je pense, qui doit concerner principalement la DSI du groupe L'Oréal, parce que je pense que c'est... Ouais, je ne serais pas à même de beaucoup élaborer sur le sujet, même s'il y a mais c'est une vraie préoccupation chez L'Oréal. Mais là aussi... C'est une vraie préoccupation, parce que j'avais un client il y a une semaine, c'était dans la presse d'ailleurs, il a eu une attaque
au moment où il démarrait son nouveau système de préparation de commandes, et pendant 3 jours, tout était out. Patrick, on a parlé de préparation de commandes tout à l'heure et de mécanisation. Vous avez été un des premiers utilisateurs des petits robots qui portent les étagères Scalog. Quel retour vous en avez après, je ne sais pas, il y a quoi, 6-7 ans que c'est mis en place? Est-ce que vous en avez tiré des enseignements? Tout à l'heure, vous avez dit que ça concernait principalement les produits de classe C. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention de continuer à développer? Quels sont les... Alors, c'est une bonne question, mais je suis, et c'est le sens de s'appuyer justement sur des experts, d'avoir eu l'accompagnement de Diagma récemment, et puis de s'appuyer sur un prestataire expert de ce métier-là, de la logistique e-commerce qui est BSL. C'est que c'est plutôt Diagma ou plutôt le prestataire encore qui mieux gère BSL ça. qui pourrait. Et bien sûr, en fait, c'est lié à leur organisation d'entrepôt par rapport à nous, notre cahier des charges en tant que client, notre complexité, notre nombre de marques de référence. C'est le niveau de mécanisation. Alors bien sûr, on en discute avec notre prestataire, avec BSL, mais c'est essentiellement eux, c'est eux qui portent d'ailleurs ces investissements-là, qui sont pour certains essentiellement dédiés à l'activité L'Oréal, mais c'est pas le cas de tous, et demain qui pourraient potentiellement réutiliser aussi pour d'autres types d'activités. Donc voilà, mais ce qu'on sait, vu qu'on sort d'appel d'offres, c'est que cette mécanisation raisonnée que BSL propose aujourd'hui est très efficace d'un point de vue coût, qualité, délai, on va dire ça comme ça, parce que voilà, ils ont remporté l'appel d'offres qu'on a fait récemment, et leur organisation, notamment facilitée par leur gestion via ces étagères effectivement mobiles, sous la technologie et les robots Scalog, est un élément certainement un facteur clé de succès dans la compétitivité de leur offre. Alors moi, je voudrais revenir sur cette notion de classe ABC, parce que souvent on dit classe A, B, C, et puis on va faire une organisation par rapport à ça. Oui, mais une classe C dans le cosmétique, c'est une classe A dans le textile. D'accord. Donc il faut relativiser les choses. Classe C, donc rotation lente. Voilà, classe C, c'est les rotations lentes, mais dans le cosmétique, vous avez peu de références, je veux dire quelquefois quelques milliers, mais quand vous êtes dans le textile ou encore la chaussure, là, c'est plutôt 20, 30, 50 000 références que vous allez gérer. Donc, moi, j'aime pas tellement cette notion de classe ABC, parce que on peut vite faire du copier-coller et puis se planter à cause de ça, quoi. Bon, dans le cas, effectivement, de L'Oréal, les classes C, c'est quand même des produits qui tournent. Peut-être une dernière question, on n'a plus le temps. Bon, on me fait signe en régie qu'on n'a plus le temps de prendre de questions. Mais en tous les cas, un grand merci à vous deux. Merci beaucoup, Patrick Lecomte, pour votre témoignage sur la mise en place du e-commerce au sein du groupe L'Oréal. Merci à Diagma, déjà, pour avoir pris l'initiative de cette conférence, et merci à François Rocher pour ces 10 secrets, ces 10 recettes, en fait, pour une logistique e-commerce performante. Pour passer le permis. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité. J'espère qu'on l'a eu. Vous l'avez eu, oui. Mais ça se travaille toujours. Quand on veut être pilote de Formule 1, il faut continuer en permanence à travailler les pneumatiques, à travailler les virages, à travailler tout ça. Puis on peut perdre des points aussi. On peut perdre des points aussi. On fait un petit stage. Merci à tous et à bientôt. Au revoir, merci.